Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h17, l'urbanisation, ses forces et ses faiblesses. On en parle ce matin avec Michel Lusseau, qui est géographe, directeur de l'école urbaine de Lyon. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et belle année. Bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux à vous aussi. Oui, Michel Lusseau. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Vous aviez déjà réalisé, lors du premier confinement, plusieurs vidéos sur YouTube traitant de la pandémie et d'urbanisme. Là, cette fois-ci, c'est donc dans un ouvrage, chronique de géo virale. Tout d'abord, on a l'impression qu'en tant que géographe, vous n'avez pas été surpris par la crise du Covid et la pandémie. Je dis bien en tant que géographe, c'est pas en tant que spécialiste de médecine, bien sûr, parce que vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce qui vous incitait à redouter une telle crise mondiale, Michel Lusseau ? Ça fait très longtemps que les géographes s'intéressent aux pathogènes, aux épidémies, parce que c'est un très bon révélateur de la façon dont les sociétés s'organisent et dont les espaces de nos vies s'organisent. Et depuis le début du XXIe siècle, un certain nombre de géographes, dont je fais partie, avaient été attentifs à l'apparition de nouveaux pathogènes. Le premier virus SRAS au début du XXIe siècle, on se le rappelle, en 2000-2003, mais aussi Ebola. Et avant cela, d'ailleurs, un certain nombre de géographes américains avaient beaucoup travaillé sur le VIH, sur le sida, et avait montré à quel point la pandémie de sida disait beaucoup de choses sur l'organisation de nos sociétés. Et depuis quelques années, les géographes qui s'intéressaient au virus, qui travaillent souvent avec des épidémiologistes, avec des médecins, savaient qu'une pandémie de ce type était redoutée par les spécialistes, et l'Organisation mondiale de la santé, depuis plusieurs années, mettait en garde contre l'apparition d'un nouveau virus inconnu qui mettrait les sociétés mondiales en difficulté. C'est ce qui est arrivé, donc on pouvait ne pas être surpris. Oui, c'est ça. Et puis parce qu'il y a un effet accélérateur probablement aussi de la mondialisation, Michel Lusseau. Oui, ce qui est tout à fait stupéfiant quand on compare le SRAS 1, donc le petit frère, ou le grand frère plus exactement du virus actuel, en 2002-2003 et le SRAS 2 d'aujourd'hui, c'est que le SRAS 2 s'est mondialisé très vite, tout simplement parce que les liens qui existent entre toutes les parties du monde sont beaucoup plus forts en 2020 qu'en 2002. On ne se rend pas compte à quel point, depuis une petite vingtaine d'années, depuis l'entrée dans le début du XXIe siècle, le caractère systématique des liens entre toutes les parties du monde s'est renforcé. Au début des années 2000, la Chine n'était pas encore ce qu'elle est. Au début des années 2000, les transports aériens étaient 2,5 fois moins importants qu'aujourd'hui. Au début des années 2000, le tourisme international était beaucoup moins important qu'aujourd'hui. En moins d'une génération, le monde, je vais employer une formulation un peu bizarre, le monde s'est mondialisé de façon plus intense que jamais. Le monde est plus monde aujourd'hui qu'il n'était un monde il y a 20 ans. Et puis on revient aussi sur l'urbanisation, bien entendu, où la densité est propice forcément à l'interaction de proximité, par exemple. Alors c'est moins la densité en elle-même qui est propice à la diffusion de la pandémie que ce que nous appelons dans notre jargon, pardonnez-moi un lundi matin d'utiliser un mot un peu compliqué, ce qu'on appelle la densité relationnelle, c'est-à-dire l'intensité des relations entre personnes. Vous pouvez avoir une ville très dense, mais où les relations entre personnes sont très contrôlées ou très faibles. Regardez ce qui s'est passé à Hong Kong, ce qui s'est passé à Taipei, ce qui s'est passé à Singapour. Ce sont des villes très denses, mais où les habitudes de contrôle social sont telles que finalement les gens se sont tout de suite mis en quelque sorte à l'écart. Et vous pouvez avoir des espaces beaucoup moins denses, comme la Californie rurale aujourd'hui, où l'épidémie flambe, parce qu'il y a des interactions très fortes, notamment entre les travailleurs agricoles migrants qui sont là, qui sont amenés par les employeurs pour, par exemple, des phases de récolte. Donc, oui, je parlais de la France, où on est plutôt latin et plutôt assez tactile. Voilà, et où on a du mal à respecter, on le voit bien, un certain nombre de choses. Et donc, vous avez en France des zones assez peu denses dans l'absolu, mais qui sont des zones de diffusion des virus. Et on a vu aussi à quel point de petits mondes fermés, comme des messes évangéliques, des salles des fêtes, des clubs de supporters de foot au début de la pandémie, des soirées, des rave parties, pouvaient être très vite des clusters, tout simplement parce que les gens ne sont pas forcément très nombreux, mais ils sont très intensément en relation.
Ouais. Est-ce que, Michel Lusso, ça veut dire qu'on doit engager une réflexion là sur... alors on est encore en plein dedans dans cette pandémie et on ne sait pas quand est-ce qu'on va véritablement s'en sortir, même s'il y a des lueurs d'espoir pour le printemps. Mais est-ce qu'il faut vraiment penser là à revoir l'organisation géographique un peu de notre planète, de notre pays, de nos villes? C'est-à-dire que, par exemple, de notre planète, revoir peut-être un petit peu les déplacements dans cette fameuse mondialisation. Et puis ensuite, comme le disait aussi Cécile, l'étalement urbain, la densité, revoir peut-être des choses aussi pour demain chez nous. D'abord sur la mondialisation. Alors, ce qui est certain, c'est que l'intérêt de ce virus, c'est que c'est un révélateur de nos forces et de nos faiblesses. Donc, il doit nous pousser à réfléchir, et plutôt dans le meilleur sens possible, pas dans le pire. Et par exemple, prenons la mobilité aérienne, qui, on le sait, a été un vecteur de diffusion du virus. Entre 2005 et 2020, la mobilité aérienne a été multipliée par 2. Essentiellement en raison d'ailleurs du transport aérien low cost, que personne n'avait pronostiqué dans les années 1990. La mobilité touristique a été multipliée par 2. Alors c'est très bien sûr, dans l'absolu, on peut le comprendre, mais cela ne doit-il pas nous inciter à nous demander si un certain nombre de ces mobilités ne seraient tout simplement pas dispensables? C'est-à-dire, toutes nos mobilités sont-elles indispensables? C'est là l'intérêt, évidemment, de la réflexion sur le télétravail, l'utilisation du numérique, à condition que cette réflexion ne nous embarque pas dans une régression des droits individuels et des droits sociaux, bien entendu. Oui, parce qu'évidemment, c'est lié. Si on vous suit, par exemple, Michel Lusso, on pourrait se dire, alors, on a le droit de voyager sur la planète une fois tous les 2 ans, peut-être, quoi. Pour ceux qui peuvent, en plus, se permettre, parce qu'évidemment, pour les autres, c'est compliqué. On sait que si on va trop loin, ce sont les plus aisés, les plus riches qui finiront par avoir plus de droits. Vous voyez, il y aura une mobilité premium dans le monde et puis une mobilité low cost qui serait une mobilité subordonnée à des règles. Mais on peut aussi réfléchir autrement, c'est-à-dire intégrer, comme le proposent certains, une sorte de compte mobilité que chacun pourrait avoir et qu'il pourrait utiliser comme il l'entend, et peut-être réfléchir aussi au quotidien à des mobilités qui ne sont pas finalement si indispensables que ça, ou à changer un peu nos mobilités. Je prends un autre exemple dans un domaine très différent. On sait bien, par exemple, que partager son automobile, c'est une manière douce de changer sa mobilité qui permet de faire en sorte qu'une voiture ne voyage pas avec 3 places vides. Et donc, on bouleverse petit à petit les mobilités. Et puis, il faut aussi que tout ça soit accompagné par la puissance publique, parce que je crois qu'il ne faut pas laisser la mobilité simplement aux mains des grands opérateurs privés de mobilité ou des grandes plateformes mobilitaires comme Uber ou comme quelques autres. Mais c'est eux. Sauf que pour l'instant, Michel Lusso, c'est eux qui font bouger les choses. Ce ne sont pas les grandes... vous parlez des grandes administrations en fait publiques, là, on le voit, alors c'est à une autre échelle, avec la campagne de vaccination, mais on voit que c'est extrêmement long à enclencher. Quand on parle en fait des transports en commun autour des grandes villes, ça fait 40 ans qu'on entend le même discours pour pouvoir essayer de desserrer un peu les choses, et finalement, ça ne vient pas, quoi. Parce que nous sommes aussi confrontés peut-être à une crise qui montre à quel point les administrations publiques classiques sont aujourd'hui mises dans l'embarras, pour ne pas dire un autre mot, par ces grands phénomènes mondiaux très rapides, très puissants, très brutaux. Le virus a gagné le monde en quelques semaines. Nous n'avions jamais connu ça. Eh bien, les administrations d'État classiques sont embarrassées par rapport à ça. C'est pour ça qu'on peut aspirer aussi à un renouveau de l'action publique, y compris à une autre échelle que celle de l'État, et que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous pouvons essayer de savoir comment nous pouvons contribuer à cela, encore une fois, en essayant de conserver et même de développer nos droits individuels et nos droits sociaux. Parce que, par ailleurs, on dit souvent que la Chine a très bien contrôlé l'épidémie, ce qui est vrai dans une certaine mesure, encore qu'on ne connaisse pas tous les chiffres réels de la pandémie en Chine. Mais pardonnez-moi de rappeler que la Chine n'est pas un modèle de démocratie et que nous tenons, à juste raison en Europe, à une démocratie fondée sur des droits individuels et des droits sociaux. Donc, vous voyez bien que le virus nous place devant des situations, j'allais dire presque expérimentales, où nous pouvons essayer de renouveler la manière de faire société. Et si j'essaye d'être positif, voilà l'intérêt de ce virus. Mais justement, sans être alarmiste, Michel Lusso, est-ce que ça veut dire que c'est l'une de nos dernières opportunités réelles de pouvoir changer les choses ?
Écoutez, c'est ce que j'essaye de développer en conclusion de ces petites chroniques de Géoviral, parues donc chez 205 à Lyon, c'est de dire que nous sommes peut-être à un moment où nous comprenons que nous nous pensions puissants, nous nous pensions finalement hors d'atteinte de tout et nous nous découvrons extrêmement vulnérables, extrêmement fragiles. Et il y a d'autres domaines où nous commençons à comprendre cela. Regardez, la question environnementale préoccupe de plus en plus un grand nombre de citoyens. Plus personne, peut-être à part Donald Trump aux États-Unis et quelques autres, ne peut nier la réalité des enjeux environnementaux. Eh bien, nous avons été longtemps dans une sorte, collectivement, hein, je nous y mets, nous, en tant que citoyens, dans une sorte de culture du déni, voyez. Oui, le fameux « je sais bien, mais quand même ». Oui, je sais bien que c'est difficile de contrer la crise environnementale si je continue d'utiliser tous mes moyens de mobilité habituels, mais quand même, je vais continuer. Je sais bien que la pandémie se diffuse, mais quand même, je vais organiser mes fêtes de fin d'année de la même manière. Eh bien, nous sommes tous confrontés à ça et nous sommes à un moment où, dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, nous ne pourrons plus mettre la poussière sous le tapis systématiquement. Il va falloir que nous affrontions un certain nombre de réalités et que nous comprenions aussi que toutes les crises que nous avons à vivre sont des crises mondiales. Ce ne sont pas des crises dont les seules réponses nationales suffiront. Ce sont des crises mondiales. La pandémie est mondiale. Le changement global environnemental, il est mondial. Le renouveau de l'économie, enfin le bouleversement de l'économie, c'est mondial. Donc il faut aussi que nous apprenions à penser à cette échelle mondiale sans renoncer à la pensée du local et du national, bien sûr. Bon, allez, on va continuer dans un instant avec vous, hein, Michel Lusseau, pendant encore quelques minutes. D'une part, pour savoir, puisque vous êtes géographe, pourquoi certains continents ne sont pas beaucoup touchés. Je pense par exemple à l'Afrique. Est-ce qu'il y a une véritable explication? On verra ça dans un instant. Qu'en est-il de l'Asie aussi? Et puis, on se penchera sur demain. Quelle ville? Est-ce qu'il faut habiter à la campagne? Est-ce qu'il faut desserrer justement un peu ces villes? Et puis, c'est vrai que pendant notamment le premier confinement, on entendait les petits oiseaux chanter un peu plus, on avait l'impression d'un certain calme de la nature. Comment retrouver en partie cela? On voit ça dans un instant avec vous sur Sud Radio. J'en profite juste pour rappeler le nom de ce livre, ça s'appelle Chronique de Géoviral aux éditions 205. On en reparle dans quelques instants, restez là, il est 9h28. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et on continue ce matin à 9h31 avec Michel Lusseau, géographe, directeur de l'école urbaine de Lyon. Et ses chroniques qui étaient sur YouTube et qu'il a transposées sur un livre très intéressant qui s'appelle Chronique de Géoviral aux éditions 205. Oui, et puis vous pouvez réagir à ce que disait Michel Lusseau à l'instant et continuer autour de ça. C'est-à-dire tous les changements qui ont eu lieu à travers en fait aussi pendant des années et qui conduisent peut-être à cette accélération de la propagation du virus. Le virus qui a fait des sauts de puce, si je puis dire, pour passer d'un continent, d'un pays à un autre. Michel Lusseau, on évoquait l'ensemble des continents justement tout à l'heure. Pourquoi certains sont moins touchés et d'autres plus touchés que d'autres? Par exemple, l'Afrique moins touchée. Alors, il y a aussi des effets de vagues, en quelque sorte, de chronologie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'Afrique est très concernée par une flambée pandémique, en particulier dans certains sous-ensembles continentaux, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, en une partie de l'Afrique de l'Ouest. Mais il est vrai aussi que l'Afrique présente un profil continental et à l'intérieur du continent, un profil de pays très différent. D'abord, des populations très jeunes. Or, on sait que ce virus a une létalité beaucoup plus forte quand les populations sont plus âgées. Oui. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que l'Asie, le Japon s'inquiètent beaucoup aujourd'hui d'une résurgence de la pandémie parce que le Japon est un des pays développés les plus âgés du monde. Donc l'Afrique est plus jeune. On pense aussi qu'en Afrique, ce qui est un continent encore assez rural dans certaines parties, des populations restent relativement isolées les unes des autres, en tout cas avec moins de connexions, moins de connexions immédiates qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Enfin, il y a quelque chose de très positif à noter et qui est souvent trop peu noté, c'est que, alors c'est un aspect positif qui procède hélas d'un problème, c'est que l'Afrique est habituée aux pandémies, est habituée à la circulation des pathogènes. Ebola circule très régulièrement, il y a des pandémies avec des pathogènes qui ne sont pas viraux, bien sûr, de malaria, la tuberculose est encore très présente, donc dans une certaine mesure, la société civile est habituée à faire face à des épisodes pandémiques. Nous, en Europe,
Europe, nous nous sommes retrouvés complètement et puis peut-être des organismes plus résistants aussi, quoi, aussi. En tout cas, en Europe, nous nous sommes retrouvés complètement, comme je le disais, déshabitués à une pandémie de ce type. Nous sommes vraiment complètement désemparés, peut-être moins aujourd'hui qu'il y a 8 mois, encore que on pourrait en discuter, mais nous sommes complètement désemparés par cela. La pandémie nous a frappés là où nous croyions que nous étions capables de faire face à toute situation. Et il a fallu quelques semaines pour que tout soit déréglé, notamment parce que la pandémie montre bien que le talon d'Achille des puissances développées, c'est leur système de soins. Et là aussi, par rapport à l'Afrique, c'est différent. Les systèmes de soins fonctionnent différemment. Il y a beaucoup plus d'entraide, il y a beaucoup plus de traitements différents. Nous, nos systèmes de soins très techniques, très fondés sur la domination en France du CHU, qui ensuite, en pyramide et en cascade, va irriguer tout un territoire. Nous nous apercevons que ces systèmes de soins ne sont pas équipés pour faire face à de telles pandémies, notamment aussi parce que la médecine de ville n'a pas été placée, en tout cas dans la première vague, et encore aujourd'hui dans une certaine mesure, la médecine de ville n'a pas été placée en première ligne. Donc nous avons aussi un système de soins qui n'est pas équipé. Et nous-mêmes, en tant que citoyens, nous ne savons plus être des acteurs de la santé publique. C'est-à-dire nous nous contentons de râler quand nous sommes malades et maltraités, mais nous ne savons plus être des acteurs de la santé publique. Regardez la difficulté que nous avons eue, tout simplement, à accepter de porter le masque. Est-ce que l'épidémie est sensible aux inégalités sociales, par exemple ? Ah oui, l'épidémie est incroyablement révélatrice des inégalités sociales. Il n'y a pas un contre-exemple dans le monde, y compris en Afrique. Globalement, l'épidémie frappe les personnes les plus pauvres. Cette épidémie redouble les inégalités sociales et les inégalités raciales. Dans un pays comme les États-Unis, on voit que ce sont les Afro-Américains et ensuite les Hispaniques qui sont beaucoup plus frappés que les populations qu'on appelle White Anglo-Saxon Protestant, donc plutôt les populations de race blanche au sens du mot race américain dans le recensement américain. Et plus vous êtes d'une minorité raciale et plus vous êtes pauvre, plus vous avez de chances d'être exposé à la maladie. Et comme souvent vous êtes dans un état de santé plus médiocre, vous avez ce qu'on appelle des comorbidités, plus la létalité du virus est importante. Ça s'est constaté aussi en France. En France, c'est dans l'Est lyonnais, le nord de Marseille, la Seine-Saint-Denis, où nous avons les chiffres les plus flagrants de la sensibilité de cette pandémie aux inégalités sociales. Et la zone Est, là, qui est sous couvre-feu, en fait, globalement, je schématise, mais la zone Est, beaucoup plus que l'Ouest, quoi, également. Pour le géographe que vous êtes, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que l'Ouest est dans une certaine mesure moins métropolisé que l'Est et le Centre, donc les métropoles sont moins importantes, qu'il y a des systèmes de communication qui sont moins interreliés, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'interrelation entre les parties du monde, l'interrelation entre les gens est extrêmement importante pour expliquer la diffusion du virus. Nous avons des métropoles qui sont plus denses, Paris, Lyon, Marseille par exemple, et des métropoles où la mise en place d'une politique de prévention a été très tardive, puisque dans le premier confinement en France, on n'a absolument pas privilégié, par exemple, le port du masque. Et là encore, nous avons eu des populations souvent pauvres qui ont été exposées aussi à la nécessité de maintenir des activités de base et qui se retrouvaient obligées de travailler sans beaucoup de protection. Alors du coup, Michel Lusseau, sur ces métropoles, alors est-ce qu'il faut revoir un petit peu, même si c'est difficile, parce qu'on ne va pas détruire des villes pour reconstruire en fait autre chose, mais est-ce qu'il faut quand même repenser un petit peu à ça, notre étalement urbain, avoir des gens qui nous écoutent à la campagne, là, qui ont été moins concernés, même si le virus évidemment s'est propagé, mais globalement on était quand même un petit peu plus à l'abri en étant à la campagne. Et quand je parle à la campagne, c'est pas un isolement en fait total, mais c'est dans des petites communes, dans des villages, et plutôt que dans des grandes métropoles où on était très concentré. Est-ce qu'on peut retravailler en fait sur ces schémas, vous le géographe ? Alors, il faut retravailler sur les modèles, pardon encore une fois d'utiliser le jargon, le modèle de métropolisation qui a été privilégié depuis 25 et 30 ans. Et nous, géographes, nous avons montré que depuis 20 ans, la qualité de vie dans les métropoles a eu plutôt tendance à diminuer. Par exemple, regardez aujourd'hui les analyses qui sont faites par un certain nombre d'épidémiologistes qui croisent la circulation du virus et le taux de pollution. Il est probable que le virus prospère dans un espace
espaces où l'air est de mauvaise qualité. Donc la qualité de vie dans les métropoles s'est dégradée. Et ce que l'on constate, c'est que quand la qualité de vie se dégrade pour les êtres humains, quand les inégalités sociales s'accroissent, quand les densités deviennent difficiles à supporter parce que les logements deviennent trop petits, parce que les espaces publics deviennent trop peu sous-dimensionnés, parce qu'il y a trop peu d'espaces verts, eh bien on voit que la pandémie trouve un terrain favorable. Donc je crois que ça doit nous inciter à réfléchir à une meilleure qualité de vie dans les métropoles et peut-être à réfléchir aussi d'une façon différente. Moi, depuis 25 ans, en tant que géographe, je refuse par exemple d'opposer métropole et zone rurale. Je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt d'essayer de comprendre les systèmes de relations qui existent entre sous-espaces. Un métropolitain peut vivre une partie de sa vie à la campagne et les gens qui habitent entre guillemets à la campagne sont souvent aussi des métropolitains pour leurs études, pour leurs soins, pour leurs loisirs, pour leur fréquentation amicale. Et donc il faut plutôt travailler, je pense, la bonne intelligence des relations entre les différentes fractions du territoire. Mais incontestablement, le virus nous montre que notre forme de développement urbain n'est pas satisfaisante telle que nous l'avons développée depuis 25 ans. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas voir, justement, prendre un peu de hauteur, et plutôt que sur notre pays, voir aussi les relations, la géopolitique, parce que si on est tous à deux vitesses différentes, ça va être compliqué. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ce phénomène est mondial. Il montre une géographie de la mondialisation que nous avons du mal encore à nous figurer. Donc je pense que les réponses à cette pandémie ne peuvent être que mondiales, et les réponses à cette pandémie ne se feront pas avec des solutions simples. J'entends des gens dire il suffit de désurbaniser ou de tout le monde retourner à la campagne. Bon, d'abord, comme disait Alphonse Allais, si tout le monde va à la campagne, on va simplement reconstruire les villes à la campagne. C'est ça. Non, je pense qu'il faut comprendre que nous vivons dans des territoires mondialisés très complexes et que le virus montre cette intrication qui existe entre tous ces territoires, et il faut essayer de comprendre comment nous pouvons améliorer la qualité d'existence de chacun. Vous savez, il y a quelque chose d'assez rassurant et en même temps c'est un défi politique. Je vais dire ça de façon très simple. Plus les conditions de vie des êtres humains s'améliorent, plus il est facile d'aborder les crises épidémiques, mais aussi les crises sociales et économiques. C'est-à-dire la question de la qualité de vie, on redécouvre l'importance de cette question. Et nous l'avions vu aussi en France au moment de la crise des Gilets jaunes, dans une certaine mesure. La crise des Gilets jaunes, c'était aussi un mouvement qui traduisait une insatisfaction de la qualité de vie qui était proposée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la question de la qualité de vie, ça n'est pas une question accessoire de la politique. C'est peut-être une question centrale de la politique et de l'aménagement et de l'urbanisme, de l'aménagement des territoires mondiaux et de l'urbanisme. Michel Luçon, on a une question pour vous au standard au 0826 300 300 avec Guillaume qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Tous nos vœux, d'ailleurs. Oui, belle année. Bon, meilleurs vœux à vous aussi. Je vous souhaite une belle résilience, de l'amour et de la joie. Oui, absolument. Oui. On est déjà pas mal câblé là-dessus. On vous écoute. Votre réflexion, votre question, en fait, Guillaume. Michel Luçon. Moi, j'aime beaucoup votre radio. J'écoute de temps en temps après avoir déposé ma fille, quasiment chaque matin. Et en fait, ce qui me plaît, c'est que le débat est ouvert. Vous accueillez beaucoup de gens de divers horizons. Et en fait, là, moi, ma question qui se portait pour votre invité, c'était en Afrique. Moi, j'ai des amis, notamment au Sénégal, qui prennent de la chloroquinine. Et ils se posent pas de questions parce que pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Et il n'y a pas de débat de trucs. On leur dit ça peut fonctionner. Ah bon, ok, on prend ça. Et je me demandais si c'était aussi une des raisons pour lesquelles il y avait moins de cas au-delà de la population. Oui, alors c'est vrai que ça a beaucoup été évoqué. Bon, Michel Luçon n'est pas spécialiste en fait médical, mais il peut peut-être évoquer. Il y a Fromagère aussi du 33 qui dit un peu la même chose, qui dit oui, en Afrique ils prennent en fait autre chose contre le palu, etc. Moi je parlais tout à l'heure en fait peut-être de défense immunitaire. Qu'est-ce que Michel Luçon, est-ce que vous avez vu effectivement un certain nombre de points autour de cela? Alors, je ne me risquerai pas sur une explication d'efficacité et d'étiologie. Il est clair qu'en Afrique, la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont des médicaments qui sont utilisés en première intention pour la malaria. Je rappelle que la malaria tue 500 à 550 000 personnes par an et beaucoup sur le territoire africain. On a aussi ça en Asie, où il y a des zones de palu très importantes. Donc, cette prise est habituelle et elle ne s'est pas interrompue. Le rapport de cause à effet entre le fait de prendre de la chloroquine et de
ne pas être malade n'est pas prouvé aujourd'hui. Et puis en Afrique, on a aussi constaté, et on l'avait constaté au moment d'Ebola, on le constate au moment d'autres pandémies, il y a aussi un recours aux médecines traditionnelles qui est important, et qui renvoie, au-delà de l'efficacité thérapeutique qui est mise en question par la science médicale, qui renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attentif au rôle que chacun peut avoir et que la famille peut avoir dans la prévention de la maladie. C'est-à-dire il y a une forme beaucoup plus collective qui permet d'affronter la pandémie d'une façon différente. Il y a beaucoup plus de solidarité. Il y a beaucoup plus de choses qui fonctionnent comme ça. Mais on voit aujourd'hui que la pandémie flambe dans certains pays africains et que cette médication traditionnelle et l'hydroxychloroquine, pour l'instant, n'y peuvent rien. Oui. Bon, même s'il y a effectivement beaucoup moins de cas, et donc il y aura probablement des enquêtes qui nous en diront un petit peu plus dans les prochaines semaines. Mais Michel Lusseau, un dernier mot. J'ai vu et j'ai lu dans votre recueil, là, justement, que vous regrettez quelque part, en fait, entre guillemets, la nature qui avait repris ses droits dans certaines villes, un peu partout sur le territoire, à travers le confinement. Non pas qu'on souhaite de confinement pour ça, parce que ça paralyse tout, mais en revanche, il y avait un effet positif, quoi. Oui, c'est dans le sens de ce que je disais tout à l'heure sur la dégradation des conditions de vie. On peut bien affirmer, même quand on est très amoureux des villes, comme c'est mon cas, que depuis 25 ans, la métropolisation, le développement des villes à l'échelle mondiale a mis de côté les espaces verts, l'environnement naturel. Et nous avons redécouvert cela au moment du confinement. Donc ça doit nous inciter à repenser l'urbanisme de façon à ce que nous ne puissions plus urbaniser sans réfléchir à la place de l'environnement. Et il y a aujourd'hui une aspiration à la redécouverte au sein même des villes des espaces verts. Il y a des projets de forêts urbaines qui se multiplient partout au monde. La volonté de réintroduire des espèces végétales et animales. La volonté aussi de pouvoir redécouvrir une relation aux arbres, aux végétaux, un peu partout dans les villes, quels que soient les groupes sociaux. Il y a aussi une volonté parfois de redécouvrir la production agricole dans les espaces urbains et dans les espaces périurbains. Et là aussi, finalement, cette pandémie pourrait nous montrer une voie intéressante pour sortir de cette métropolisation qui a plutôt dégradé nos conditions de vie depuis 25 ans. Oui, et puis le télétravail qui peut permettre évidemment aussi de relocaliser peut-être un petit peu des activités, parce que tout le problème c'est là, c'est-à-dire que certains voudraient fuir un peu les métropoles, etc., au contraire de d'autres qui veulent y venir, mais encore faut-il avoir du travail, des activités, des lieux de production et être en réseau aussi pour pouvoir travailler. Ça, c'est probablement l'un des grands défis de demain. Merci en tout cas Michel Lusseau d'avoir été avec nous. Chronique de Géoviral de Michel Lusseau aux éditions 205. Et puis on va rester